très heureux de vous voir si nombreux pour vous parler d'un sujet que je connais bien et dont je ne parle jamais, car le Puy du Fou se visite et se fait, mais il ne se commande pas. Mais là, j'ai fait une exception à la demande de Bruno de Saint-Chamas. Et il se souvient d'une époque où, dans les années 68, puisque moi je suis bac 68, donc vous voyez le niveau, et dans les années 68-75, on allait au congrès de Lausanne, et je dois beaucoup à Jean Housset, et donc c'est un hommage qu'à travers vous je lui rends à sa mémoire, à la mémoire de ce grand homme qui avait tout compris et tout expliqué. Je me souviens qu'à l'époque, je ne comprenais pas tout. Je préférais le politique d'abord à l'action capillaire, que j'appelais l'action capillaire et pelliculaire. Mais maintenant, j'ai compris l'action capillaire. Et en fait, j'ai fait de l'action capillaire avec le Puy du Fou. Et comme le disait Bruno de Saint-Chamas à l'instant, c'est vrai que le Puy du Fou est en pleine explosion. C'est le mot qui convient, explosion au sens du rayonnement et des projets. Et donc, si certains parmi vous, à la suite de mon topo, s'en ressentent ou entendent l'appel, eh bien, ils peuvent m'adresser leur curriculum vitae. Mais on ne prend que du lourd, hein. Donc vous pouvez écrire Philippe de Villiers, le Puy du Fou, France, voilà, et ça arrive. Il faut faire attention parce que ça peut arriver à Moscou maintenant. Alors je vais donc vous parler du Puy du Fou. Et comment en parler sans parler de la genèse du Puy du Fou? C'est impossible, évidemment. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, oui, mais le Puy du Fou, ils ont d'énormes moyens. Oui, mais on a commencé avec des bouts de ficelle. Les premiers jets d'eau étaient des tuyaux d'arrosage. Et il y avait si peu de compétences que j'étais obligé de les faire toutes. La première chose que j'ai faite, alors que j'étais élève à l'ENA, je suis allé à Beaubourg pour apprendre à cracher le feu. Parce qu'il fallait un cracheur de feu que j'avais mis dans le scénario, et personne ne voulait cracher le feu aux herbiers, aux épaisses. Ça n'existait pas. Et quand je suis devenu sous-préfet, ça a fait la une de Vie publique. On me voyait cracher le feu, et mon préfet, qui s'appelait Maurice Tess, qui était un homme sérieux, me dit « Villiers, vous vous reconnaissez ?» Je dis « Oui, c'est vous, oui. Vous crachez souvent ?» Il y a, en principe, le samedi soir. Et là, il a ce mot splendide et involontaire. « Villiers, vous êtes grillé. » Donc, il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, enfin tout d'ailleurs, puisque j'étais totalement incompétent, que je n'avais pas de curriculum vitae, et que l'ENA, ça ne veut pas dire l'École nationale artistique. Le Puy du Fou est un acte d'amour. J'ai payé une dette. C'est pour ça que je l'ai créé. Une dette morale. Une dette morale à mon père et à ma mère, pour une enfance heureuse. Je leur dois tout. Mon père était lorrain, ma mère catalane. Mon père était officier, il a suivi Delattre, il l'a retrouvé après la guerre au camp du Ruchard, et il a connu ma mère chez Delattre, à Mouilleron-en-Parais. Il a posé le havresac, comme on dit chez les militaires, et il a dit à ma mère, il faut que nos enfants soient enracinés. On a loué une petite maison à la Macarrière, près de Mortemer, la Borderie, de Pétot, etc. Certains se reconnaîtront dans la salle.
Au bord de la Boulogne, petite rivière métaphysique rougie du sang des martyrs des Lucs, mais je ne le savais pas encore. Et puis, vers l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à comprendre les choses, j'entendais mon père qui disait à ma mère, c'est des arriérés ici. Parce que mon père était lorrain. Nous, l'électricité, on l'a depuis l'avant-guerre. Ici, on est en train de la mettre en ce moment. Et ma mère ajoutait, et en plus, il n'y a pas de soleil. Elle était catalane. Et à l'âge de 20 ans, j'ai dit à mon père et à ma mère, ça suffit maintenant. Vous nous avez enracinés dans cette Vendée. Je ne savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, je dirais, je suis un beurre par le droit du sol. Et cette terre est devenue ma terre. Et je voudrais faire un hymne. J'apprenais, enfant, à aller écouter la musique des peupliers. Je suivais mon voisin, un paysan, Samuel Gilbert, qui m'a tout appris. Il me montrait son sillon qu'il faisait courbe pour épouser la courbe du terrain. Il connaissait, sans le savoir, la loi des colonnes évasées du Parthénon. Toute l'esthétique paysanne. C'est lui qui m'a appris les mots-clés de la vie, la poésie du langage paysan, prendre une petite poignée de feu, se cabosser avec la vie, etc., etc. Il m'a tellement marqué que je refusais de parler la langue française. J'ai commencé à parler la langue française très tard. On m'a emmené à La Roche-sur-Yon chez plusieurs pédiatres, des psychologues, des psychiatres. On m'a fait redoubler ma 6e. Les professeurs disaient il vaut mieux l'orienter vers les travaux manuels. Il est très bon avec ses doigts. Il fait 2 paniers de rotin pendant que les autres n'en font qu'un seul. Mais intellectuellement, il est retardé. Il est retardé parce qu'il ne parle pas la langue française. Voilà. Je parle encore 2 langues, le français et le patois, et je parle aussi bien le patois que le français. Malheureusement, ça ne sert à rien puisqu'il a disparu. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que j'ai voulu dire à mes parents, vous m'avez appris à écouter la musique des peupliers, vous m'avez tout appris dans cette enfance paysanne, dans le secret des campagnes. Donc je veux vous remercier. C'est le but d'une vie, rendre hommage à son père et à sa mère, en ces temps d'ingratitude. Et en même temps, faire un hymne à la Vendée. En effet, j'avais déjà très tôt une conscience politique, ou métapolitique. Je voulais réparer une injustice. Quand je suis allé pour la première fois à l'âge de 6 ans, à vélo avec mon frère Bertrand, à la chapelle des Lucs sur Boulogne, j'ai compris que l'histoire était tragique. Il y avait les 560 noms des femmes, des vieillards et des enfants massacrés dans la chapelle des Lucs, l'Oradour vendéen. Et quand je suis revenu, j'ai demandé à mon père de quoi s'agit-il, et il m'a dit « Oh là là, c'est un... Si tu mets le pied dedans, c'est un nid de frelons. » Et j'ai compris plus tard pourquoi. À cause de la phrase de Robespierre, en pleine terreur, en pleine révolution, quand il s'adresse à ses collègues de l'Assemblée nationale de l'époque, la Convention, et qu'il leur dit ceci. Je vous invite à la plus grande attention parce que le Puy du Fou est né de cette phrase. Mes chers collègues, citoyens, je vous mets en garde car nous sommes devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable, alors tout ce que nous faisons et ferons demain sera légitime. Ou bien la Vendée est déclarée innocente et pèsera sur chacun d'entre nous pour la suite des temps et sur la Révolution tout entière.
un terrible soupçon. Un terrible soupçon. Il faut donc que la Vendée ait tort devant l'histoire pour que la Révolution ait raison. J'ai ressenti très tôt, très jeune, très vite et très profondément non seulement l'injustice faite à la Vendée, purement et simplement génocidée, après une guerre civile, à partir du printemps, de l'hiver et du printemps 93-94, mais j'ai ressenti très profondément que je marchais sur la queue du serpent. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans la Révolution française, prolongée par la Révolution soviétique, dans l'ADN de la Révolution française, un gène terroriste. Toute révolution est terroriste. Elle ne l'est pas dans un deuxième temps. Il n'y a pas les petits cailloux noirs après les petits cailloux blancs. Elle l'est dans son principe. Et c'est une chance pour moi de l'avoir compris sans mérite. Si vous pressez la terre de Vendée comme une éponge, il en sourdra le sang des martyrs. Je sentais que sous mes pas, piétinant des orties, sans mémoire, je marchais sur le souvenir de milliers et de milliers de paysans, artisans, vendéens, innocents, qui ne sont pas morts pour une cause économique, qui sont morts pour garder leur bon prêtre. C'est-à-dire que c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité où une révolte a lieu, se développe, sortie du sillon, sans autre cause qu'une cause spirituelle. Et donc, le Puy du Fou est né dans mon cœur, avant de naître dans mon esprit, comme une nécessité vitale pour que le pays sache un jour ce qui s'est passé en Vendée et pour que la Vendée ne soit plus considérée, regardée comme un point de détail de l'histoire de France. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. La Vendée est l'œil de Cain de l'histoire de France. Et là, je me suis dit, j'ai le choix entre le vrai, le bien, le beau. Le vrai, aujourd'hui, plus personne ne sait où il est. Chacun a sa version. Le bien, tout le monde en fait, le fléau du bien. Tous les nouveaux cathos font de l'humanitaire. Moi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de sauver mon pays avant de sauver les pays lointains. Le beau uni. Si je passe par le beau, si je fais une œuvre belle, si je passe par le poème, si je passe par le poétique plutôt que par le politique, alors je pourrais fédérer. Ainsi est né le Puy du Fou. Réparer l'injustice, rendre hommage, faire un hymne. C'était un acte improbable. En effet, quand je suis arrivé aux Épaisses, déjà le nom de la commune, quand je venais à Paris voir dans les studios, etc., les gens ils disent « c'est où? Les Épaisses ». Je dis « ah, c'est de la thalassothérapie pour les vieilles dames un peu fortes. Les Épaisses, ouais. Le Puy du Fou, les Épaisses, ben, impossible. Déjà, le mec, il affiche le programme, fou, puis, bon, à se foutre dedans, quoi. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour l'échec. Vous donnez en 78, date de la création du Puy du Fou, à un élève d'HEC, des écoles de commerce, etc.,
en marketing, la carte de France avec le Puy du Fou, là, parce que nos voisins, c'est quand même la Floride. Hein. Donc, on ne crée pas un parc comme ça, en pleine campagne, sans route. Vous donnez ce sujet, le mec qui dit c'est là qu'il faut le faire, il a 0. On le renvoie chez ses parents. Heureusement, moi je ne savais pas ce que c'était que le marketing. Donc, Puy du Fou, les épaisses. Toutes les conditions étaient réunies pour l'échec, je les énumère. Pas de curriculum vitae, hein. Élève à l'ENA. Je peux vous dire qu'à l'époque, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? L'ENA. Bon. L'ENA, l'École nationale d'agriculture? Non. Jeune, j'avais 27 ans, dans un pays de gérontocratie. Pas d'argent, pas de soutien, pas de troupes, pas de techniciens, pas de lieu. J'ai squatté le lieu. Le coup de bol, c'est qu'il était en ruine, il n'intéressait plus personne. Donc pas de compétences et aucune chance de s'en sortir. Et je me souviens, je vous rappelle juste cette petite anecdote. Vous allez voir après le voyage qu'on va faire ensemble. On est en 1977. Je suis assis entouré de serpents, parce que personne n'est venu depuis 2 siècles, là où se trouve la tribune du Puy du Fou, pour ceux qui connaissent, entre les genêts, les ajoncs, et les corbeaux qui se posent sur les ruines. Bon. Et à l'époque, je me dis, tiens, j'étais dans l'herbe, donc je dis, voilà mon public, un public en herbe. Et par dérision, je me dis, mais... Alors, mon père disait, bon, il est dérangé, c'est normal, il est énarque, bon. Mon père était militaire, donc bon. Et le reste de ma famille avait plutôt de la compassion, bon. Donc, j'avais une vieille 4L qui tombait en panne, et qui était tombée en panne à 1 km du Puy du Fou, en bas de la côte. Le garagiste dit à sa femme, viens donc là, il y a un monsieur, le Puy du Fou. Ah, le Puy du Fou, attends. Bon, ils réfléchissent pour savoir où c'était. Donc c'était un lieu complètement enfoui dans les ronces et l'oubli. Et là, devant la ruine, je me dis, récapitulons. Qu'est-ce que j'ai pas? C'est simple, j'ai rien. Et puis tout à coup, j'ai mon stylo. Et je me dis, mais si j'ai quelque chose. Si. C'est mon stylo. J'ai ma plume. Et si j'arrive à provoquer ça, là, vous savez, là, ce qu'on appelle la chair de poule, vive le mélodrame, Margot a pleuré. Si j'arrive à provoquer le frisson, et là je commence à écrire, je suis le marchand de quenouilles, et je marche toujours, les poupées de lin, etc. Et là je me dis, là, ça sera Philippe Noiret, là-bas, en cet été 1793, là, les cloches qui sonnent, Suzanne Flon, Jean-Pierre, etc. Quand on n'a rien, on se paye tout. Et j'arrive chez moi le soir et je dis à mon père, qui était un militaire cultivé, ce qui n'est pas un pléonasme. Et... Attendez, stop, j'en connais dans la famille qui sont des militaires cultivés, alors arrêtez les critiques. Hein. Et je lui dis, papa, écoute. Alors on était là, sur un banc dehors, et je suis le marchand de quenouilles. Il me dit, je comprends rien. Et je dis, mais non, papa, c'est la musique des mots, la poésie, etc. Bon. Et puis hop, c'est parti. Et quand on n'a rien, qu'on veut tout, on a tout. Pas d'argent, pas de moyens, pas de technicien, on a tout eu. Je voulais Jean-Pierre, je voulais Lilia Skinnalar, Georges Delerue, tout eu. Et je leur ai dit, je n'ai pas un sou pour vous payer. On a enregistré dans un garage de la région parisienne. Donc le Puy du Fou s'est monté dans des conditions hallucinantes. Ce qui a tout déclenché, évidemment, c'est qu'un jour, on m'a dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Tu viens pour le pognon? Ah non. Alors on a fait venir un notaire, et j'ai fait le serment que tant que je serai vivant,
le créateur du Puy du Fou ne toucherait jamais de droit d'auteur. Et le secret du Puy du Fou, c'est que le Puy du Fou est dirigé par une famille pour laquelle c'est une charge morale et qui ne s'est jamais enrichi et qui ne s'enrichira jamais sur le Puy du Fou. Tel chef, telle troupe. On ne peut pas imposer le bénévolat dans la durée si on n'est pas soi-même exemplaire. Mais tous les jours, il y a encore des gens en Vendée. Attendez, non. Attendez. Non, ne me coupez pas, parce qu'après, je dépassais les 45 minutes. L'autre jour, il y avait dans un café aux Herbiers, on m'a rapporté ça. Et c'est typique de notre époque. Le gars qui dit à l'autre, « Et Roger, t'es toujours au Puy du Fou ?» Ben, bien sûr, depuis 35 ans. Ouais. Ça marche toujours. D'après, hein, ils font tout péter, hein, tout péter. Il y a des bouchons partout. Le jour où la mariée, elle n'a pas pu se marier. À Vendrenne, à 15 km, il y avait des bouchons partout. Le marié était à l'autre côté du bouchon. Bon. Mais un truc comme ça, qui marche comme ça, ben, De Villiers doit s'en mettre plein les poches. Non, certainement pas. Il le connaît bien, puis depuis le temps que ça dure, si c'était vrai, ben, il y a longtemps que hein, ça serait été inventé. T'es sûr? Si, c'est sûr. Il s'est plus follet depuis 35 ans, et c'est sûr. Hein? Ben, il est ben con. C'est une histoire pour Big Malion. Mais je ne vous ai pas tout dit. En fait, je ne suis pas allé au Puy du Fou seulement pour réparer une injustice et rendre hommage. Je suis allé au Puy du Fou parce que j'avais une idée, c'était la ciné-scénie, l'espace en mouvement, ciné-scénie. En fait, un film de plein air en relief, avec le même sentiment d'intimité et le même sentiment d'urgence qu'on a devant un grand film. Alors quand je disais ça à mes copains de Sciences Po, ils étaient complètement malzingues et on l'a fait. Et alors curieusement, on n'a pas été imité. Donc en fait, la technique d'écriture du Puy du Fou, c'est comme un film. Il n'y a pas la place pour applaudir, ou très peu, ou de moins en moins. C'est monté très court, et on est au cinéma. On est comme au cinéma, sauf que c'est en direct, en live, comme on dit. Et donc, c'était ça mon idée. Et je me disais, bon alors, il faut que j'apprenne ce que c'est que le laser, le HMI, etc. Donc j'ai tout appris sur le tas, avec toujours le filigrane. On fait du cinéma de plein air en relief. Et on donne aux gens le même sentiment que devant un grand film. Bien, la ciné-scénie. Alors, quelles ont été les étapes du développement du Puy du Fou? Il y a eu 5 coups d'audace qui se sont enchaînés. Quand je dis 5 coups d'audace, c'est 5 paris incertains. Premier pari, donc la ciné-scénie, 1978, et là on est tout de suite débordé. Entre-temps, moi je suis nommé sous-préfet à La Rochelle. Mon préfet me dit, vous vous rendez compte la carrière qui est devant vous? Vous êtes jeune, vous avez un beau poste, et vous avez envie d'être saltimbanque? Je dis non, mais le Puy du Fou, c'est l'œuvre de ma vie. C'est la Vendée, c'est mon cœur. Alors je veux bien te dire double cœur, un cœur pour la préfectorale et un cœur pour le Puy du Fou, mais je ne suis pas tout à fait sincère. C'est 2 cœurs pour la Vendée, Utrique Fidelis. Et voilà, alors j'ai mené 2 vies parallèles. Une vie administrative, puis un peu plus tard une vie politique, parce que les Vendéens, ils ont dit, on va prendre un gars qui nous aime, qui a fait le Puy du Fou. Vous savez, quand les hommes politiques ils sont venus me chercher, dans mon cas, c'était vrai. Et je me disais, tous les matins, un jour, je partirai. Quand un homme politique dit ça, il ne faut jamais le croire. Mais moi, je l'ai fait. J'avais qu'une hâte, c'était revenir à mon œuvre, à l'œuvre de ma vie. Donc ça, c'est le premier coup d'audace, la ciné-scénie. En 1988,
Disney arrive en France. Coïncidence, je suis secrétaire d'État à la culture, avec Léotard, dans le gouvernement Chirac. J'étais l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre. Et Chirac me convoque à Matignon, parce que l'autre était parti courir le marathon de New York. Et donc, on était 4. Il y avait Balladur, Chirac, Madelin et moi. Et il dit, voilà, il faut faire toutes les facilités pour l'arrivée de Disney. Pressez-vous, parce que dans un quart d'heure, j'ai la photo avec Michael Eisner, avec un Mickey gonflable. Tout, tout n'est pas convenable, Jacques, dit l'autre. Bon. Et alors, toutes les facilités fiscales pour Disney, etc., etc. Et moi, je lève le doigt, petit secrétaire d'État. Chirac, qui m'avait connu comme stagiaire de l'ENA en Corrèze, qui me tutoyait, qui avait de la sympathie pour moi, dit, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je dis, ben, on ne pourrait pas... nous, on a quand même Victor Hugo, Pasteur, Jeanne d'Arc, ils n'ont qu'une petite souris, peut-être qu'on pourrait faire des parcs à la française plutôt que de faire la vallée des Peaux-Rouges. Il me dit, Philippe, vous n'y comprenez rien, on n'a pas les technologies. Je sors de Matignon, je fonce aux épaisses, je réunis mon équipe et je dis, on fait un parc, on fait le grand parc de l'histoire de France. Mais à ce moment-là, tout le monde dit, mais ça ne va pas, tu vas te planter. Je me souviens de la visite de René Monory, à l'époque de l'apogée du Futuroscope. Il me dit, tu as combien d'entrées? C'était la première année du grand parc, en 88. Je dis, à peu près 100 000. Oh, ben c'est pas mal. Je dis, tu te fous de ma gueule. Et toi? Ben, nous, on va sur les 3 millions. Je dis, oui, mais tu sais, méfie-toi, le futur. Alors, je ne savais pas encore qu'il y aurait Tchernobyl, les OGM, etc. Bon. Mais le futur, bon. Il me dit quoi, le futur? Alors, René Monory était un entrepreneur très sympathique, efficace. C'est le seul ministre de l'Éducation nationale avant celle-là qui était illettré. Mais il avait beaucoup de bon sens. Quand je lui ai dit on va faire de l'éducation artistique, il lui dit laisse tomber, etc. Et donc il était garagiste et il pensait toujours comme garagiste. Alors par exemple, il était socratique, c'est-à-dire il disait je crisse donc j'adhère. Tu vois, Socrate. Et son truc, il dit quand j'étais jeune garagiste, je faisais les huiles en dessous de la bagnole, je disais j'avais une devise, Philippe, et j'y suis arrivé. Alors c'était quoi ta devise? Les cieux justifient les moyeux. Et alors là, il était là devant le village 18e, et il me dit ça ne marchera jamais ton truc, l'histoire tout le monde s'en fout, la preuve on ne l'apprend pas dans les écoles. On ne l'apprend plus dans les écoles. Je lui dis ben, écoute, tu verras. La mode, c'est ce qui se démode, comme dit l'autre. On verra dans quelques années. Voilà. Aujourd'hui, le Puy du Fou, on est presque à 2 millions cette année, et ils sont à 1 300 000. Ça va vite, la vie. Hein. C'est comme le savon de Marseille. Hein. Depuis qu'il y a du savon liquide partout dans les toilettes, hein. C'est fini. Voilà. Ça va vite, la vie. Et donc... non, mais je parle comme un chef d'entreprise, vous savez bien. Et le Solex a disparu. Moi, j'adorais le Solex, c'est comme ça. Donc, le Puy du Fou, pour l'instant, n'a pas disparu. Le Futuroscope, ça va un peu plus... C'est plus difficile, quoi, parce que le futur, bon. Et donc, le grand parc de l'histoire de France. Ça a démarré doucement, mais sûrement. Troisième coup d'audace, le plus important, qui nous a sauvés. Quand j'étais arrivé au Puy du Fou, j'avais dit, on fera une soirée humanitaire par an pour montrer que ce n'est pas du business et qu'on doit garder l'esprit de pauvreté. On va investir chaque année des sommes considérables et de toute façon, on va chaque année donner la part du rêve parce que je ne veux pas qu'il y ait un jour des technologies autres que Puy-Folaise sur le Puy du Fou. Donc aucune technologie américaine. Et donc ça nous a forcés à créer nos écoles, nos laboratoires. Donc 24 écoles, l'Académie Junior du Puy du Fou, avec 600 enfants toute l'année. C'est gratuit, évidemment, il faut être Puy-Follet, il faut avoir sa carte de Puy-Follet. Oui, Puy-Follet, Puy du Fou, Puy-Follet, comme Feu-Follet, la contraction de Puy du Fou et Feu-Follet. Voilà. Et donc un enfant qui est Puy-Follet peut... Voilà. Il y a par exemple une académie équestre qui est avec 200 chevaux, lusitanien, andalou, etc. La fauconnerie, ça, mais aussi l'école d'enluminure qui prépare la vidéo,
Et dès qu'on a un besoin technologique ou artistique, on crée une école qui prépare évidemment la suite, avec probablement création d'un lycée à Aritude dont nous avons besoin pour former nos jeunes. Donc le Puy du Fou est en formation autonome, totale. On forme entièrement nos jeunes à l'Académie Junior. Quatrième coup d'audace, c'est la cité nocturne. À un moment donné, on s'est dit, on est foutu, parce qu'on est loin de tout. Les parigots qui se réunissent dans les salles souterraines, etc., ils ne viendront jamais. Hein. Donc, au moins, quand ils viennent, il faut qu'ils restent 2 jours. Donc, on fait l'hôtellerie. Et moi, je disais, oh là là, l'hôtellerie, encore un nouveau métier. Oh là 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 là, je ne connais rien à l'hôtellerie, moi. Bon, et on a fait l'hôtellerie, donc l'hôtellerie thématique, c'est-à-dire logis de l'Escure, Villa Gallo-Romaine. En fait, on fait l'histoire de France de nuit. Et notre slogan, que je vous invite à partager pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est on choisit son siècle pour dormir. Donc en fait, une famille qui, dans quelques années, quand on aura 5000 lits, viendra passer 8 jours au Puy du Fou, elle fera toute l'histoire de France de jour et de nuit. Voilà. Donc on a évidemment cité lacustre, les lits à baldaquin de la Renaissance, qui ont un succès énorme, notamment chez les femmes. Bon, etc. Voilà. Et 5e coup d'audace, alors ça c'est le plus étonnant, le petit Puy du Fou accroché à flanc de colline au Mont des Alouettes, qui lui dit on nous demande partout dans le monde pour créer des Puy du Fou. Et on s'est dit, allez, la petite souris à nous deux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé Puy du Fou International et nous sommes actuellement installés en Hollande. Nous arrivons en Angleterre, au nord de l'Angleterre. C'était pas facile pour moi cet été parce que j'ai fait un scénario The English Dream pour une cinécénie anglaise. Donc le matin, je faisais The English Dream et l'après-midi, je faisais Jeanne d'Arc. Et donc, j'en profite pour faire une publicité chez Albin Michel le 5 novembre prochain. Voilà. Donc, surtout, n'achetez pas mes livres ce soir parce qu'ils sont dépassés. Le prochain, c'est le roman de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, l'Angleterre. Et ils m'ont dit, c'est formidable, vous êtes vraiment très anglais dans votre écriture. Et puis, naturellement, l'Espagne, là, qui va démarrer, et la Russie. Puisque le président Poutine m'a fait appeler pour me dire voilà, nous, on ne veut pas des parcs, nous, on ne veut pas McDonald's, on veut la haute cuisine. On ne veut pas les parcs à manège et à sensations, on veut le Puy du Fou. Voilà. Donc, venez me voir, on y va. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que sinon, je voudrais raconter la conversation qu'on a eue qui était extraordinaire. Bon, à la fin. Alors, dans ce cas-là, j'avais dit pas de questions, il y aura des questions, vous pourrez me poser la question. Si vous me posez la question, je répondrai, est-ce que je suis poli? Voilà. Mais on est très très contents. Dans 1 semaine sur 2, je suis en Russie. Je déteste les voyages, je n'aime pas l'avion, je suis tout le temps là-bas. Bon, mais c'est formidable. Un projet, 2, dont la Crimée, ça c'est très important, on rêvait d'aller en Crimée. Et c'est bien que la Crimée soit revenue dans la mer patrie, sinon on n'aurait pas pu le faire, donc c'est merveilleux. Et puis peut-être Saint-Pétersbourg, où je vais la semaine prochaine, etc. La Russie a fait un choix stratégique, le petit Puy du Fou. Voilà. Donc Puy du Fou international. Voilà les 5 coups d'audace. Alors évidemment, pourquoi l'international c'est très important pour nous? Parce que comme on est tout petit, qu'on a quand même peu de moyens, ça nous sert de bureau d'études et aussi comment dirais-je, de relais de carrière, en quelque sorte, pour les as qu'on a maintenant au Puy du Fou. Puisque, d'après le Cirque du Soleil de Las Vegas, nous sommes premiers dans 60 savoir-faire de spectacle, le Puy du Fou. Premiers au monde. C'est à cause de cela qu'on a eu le T-Classic Award, c'est l'Oscar du plus beau parc du monde à Los Angeles.
Voilà, on est les seuls à faire le pont entre les États-Unis et la Russie. Et on y retourne dans quelques jours parce qu'on est nominé, on vient de l'apprendre hier, on est nominé pour un nouveau prix qui est encore plus prestigieux, qui va faire encore plus de bruit. Et j'ai bien l'impression qu'on va gagner. Voilà. Alors, j'arrive à l'essentiel. C'est quel est le modèle du Puy du Fou? Le modèle, comme on parle dans les écoles, le modèle, on parle de business plan, modèle, machin. Bon. Donc le modèle juridique, économique, artistique. Alors le modèle juridique, il va peut-être vous surprendre, ce n'est pas une société, c'est une association, loi 1901, donc à but non lucratif. Ça veut dire que c'est l'association, enfin deux associations, Puy du Fou Stratégie, l'association des bénévoles, qui détient en pleine propriété le Grand Parc et les hôtels, etc. Et Puy du Fou International. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, c'est très important. Un jour, j'ai entendu la dame du CNPF, MEDEF, Parisot. Elle a dit, il n'y a pas d'entreprise sans capital. Bon, il faut que tu voyages, ma petite. Nous, on est une entreprise sans capital. Et si j'étais de gauche, qu'est-ce qu'on dirait? Villiers, l'entreprise sans capital, autogestionnaire. Incroyable. Pas de capital, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est-à-dire que 100% des bénéfices du Puy du Fou, 100% du résultat net est réinvesti dans l'œuvre. Si on était une entreprise comme toutes les entreprises, que je ne critique pas, mais il faudrait donner 20% de dividendes chaque année et les actionnaires diraient « Non mais attends, le monde imaginaire de La Fontaine, là, c'est zéro, ça. Oh. Chez l'entreprise du CAC 40, ils diraient nous, on ne veut pas La Fontaine, nous, on veut un manège avec des sensations. Space Mountain. Et donc, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, en fait. On ne pourrait pas suivre notre caprice, qui est un caprice français. Nous, on fait ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. On est trois à décider, point. Et donc, pas de dividendes, pas d'actionnaires. Ça veut dire une extrême fragilité. Si jamais on se plante 1 ou 2 années de suite, à cause de la météo, de je ne sais quel Ebola, etc., eh bien, c'est terminé. Nous, on n'a personne pour nous sauver. C'est la noblesse de l'acte du Puy du Fou. Pas de filet de sécurité. Mais en même temps, l'indépendance éditoriale, comme diraient les journalistes. L'indépendance éditoriale. Personne ne peut venir racasser devant chez nous. Voilà pour le modèle juridique. Le modèle artistique. Il n'y a pas d'ingénieux. Il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a que des ingénieux. La différence avec le CNRS, entre le Puy du Fou et le CNRS, vous n'avez peut-être pas pensé, c'est que là-bas, il y a des chercheurs et nous, il n'y a que des trouveurs. Des trouveurs. Voilà. Et donc, en fait, non mais derrière ce trait d'ironie, il y a quelque chose de très sérieux. C'est qu'on est les premiers au monde à avoir inventé les néoptères. Là, cet été. Et les néoptères, ce sont des drones qui portent des décors. Et on a inventé un système de néoptères automatiques en intelligence mutuelle, sans qu'il y ait l'intervention de l'homme, qui suivent un programme chorégraphique, par exemple en faisant le plus grand luxe du monde l'année prochaine au final. Vous verrez ça, voilà. Et on est les seuls au monde. Et on a déposé 4 brevets, et tout le monde tire la langue, y compris les Jeux Olympiques de Rio, en disant « On vous supplie, on voudrait vos néoptères, on voudrait vos néoptères. » Et on a fait ça avec nos gars, hein, avec, voilà. Vous mettez un autodidacte du Puy du Fou et 100 polytechniciens parigots, eh ben c'est l'autodidacte du Puy du Fou qui gagne. Donc, notre modèle artistique, c'est il n'y a pas de bureau d'études au Puy du Fou. Alors, c'est très important ce que je vous dis. Je m'adresse aux jeunes. Vous avez tous fait des études d'économie, etc., des études de marketing. Alors, le marketing, ça consiste à deviner ce qui existe déjà.
Et comme nous, on ne fait pas de marketing et qu'on n'a pas de bureau d'études et pas de bureau marketing, on fait ce qu'on veut. On ne se dit pas... C'est dans une entreprise, imaginons le Puy du Fou, entreprise normale. Le patron, il appuie sur un bouton. Allô, Jean-Jacques, bureau d'études, oui. J'ai vu qu'on avait une petite faiblesse sur les 13-15 ans. Tu peux regarder ça avec Jean-Stéphane au bureau d'études. Tu commandes un truc. Alors, tu peux me faire un draft pour les 13-15 ans. Oui, d'accord, le mec renvoie, etc. Ça, hop, on coupe en deux parce que c'est trop cher, etc. Et on a un truc pour les 13-15 ans. C'est ça le marketing. Donc imaginez qu'il y ait du marketing au Puy du Fou, on est foutu. On ferait que des trucs qui plaisent à la cellule marketing et à la société médiatique. Tandis que nous, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà, l'année prochaine, on fait la tranchée de 14. Et dans 2 ans, le grand spectacle qui manque au Puy du Fou, le grand panache, Charette. Voilà. S'il y avait une cellule marketing, Charette, il n'y avait aucune chance. Voilà. Donc, voilà, le modèle artistique du Puy du Fou, il est ultra simple. C'est l'instinct français. Voilà. Voilà. Et on gagne à chaque fois, parce que les gens, ils sont ravis de voir La Fontaine, ils sont ravis, etc. Les gens aiment. Et le Puy du Fou ne propose pas ce que les gens aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. C'est tout à fait différent. Par exemple, on dit les gens n'aiment pas l'histoire, on propose l'histoire. Les gens n'aiment pas le texte dans la journée, on propose que du texte dans la journée, le verbe. Les gens n'aiment pas le théâtre classique, on fait le théâtre classique. Les gens, etc., etc. On fait exactement le contraire, voilà, de ce qu'il faudrait faire, et ça marche. Voilà. Enfin, après le modèle artistique et le modèle économique, il y a évidemment le modèle du projet lui-même, c'est-à-dire le projet pédagogique. On prend des enfants très jeunes, on les forme, et on leur donne quoi? De la culture générale. Et puis ensuite, plus tard, une formation technique. Mais d'abord de la culture générale. Avec une devise, tu n'as pas de droit, tu n'as que des devoirs. C'est un honneur pour toi d'être Puy Follet. Et donc ce modèle pédagogique entièrement indépendant, évidemment, produit les plus beaux fruits, puisque maintenant on a la première génération, qui a entre 20 et 25 ans, qui est sortie de l'Académie junior du Puy du Fou. Et on a dans tous les domaines, ou quasiment dans tous les domaines, des grands mondiaux. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Eh bien, les grands mondiaux viennent au Puy du Fou, veulent travailler avec nous. Par exemple, le plus grand designer lumière au monde s'appelle Kurt Vermeulen, qui a fait le Cirque du Soleil à Las Vegas, au rêve, etc., a quitté Las Vegas pour le Puy du Fou. Et quand il est venu à 3 h du matin, je lui ai dit, mais tu te rends compte au prix où tu es, toi? C'est en dollars à chaque seconde, etc. Il me dit, non, mais j'ai compris, je me rembourserai sur eux. Voilà, merci Kurt. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a les 2 couronnes, la couronne des savoir-faire Puy Follet, et maintenant la couronne autour, la couronne des savoir-faire mondiaux, qui veulent tous venir au Puy du Fou, et qui nous accompagnent évidemment dans nos écoles. Alors, vous imaginez un jeune de 15 ans qui se lance dans la lumière, qui travaille des soirées entières, des nuits entières avec Kurt Vermeulen, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et je n'avais pas pensé à ça quand j'ai créé le Puy du Fou. Voilà. Alors, quelles sont, pour terminer, les retombées, et je vous dirais les secrets du Puy du Fou, très rapidement. Les retombées, celles auxquelles je n'avais pas pensé. J'avais dit pas de marchand du temple. Je n'avais pas pensé qu'un jour il y aurait des retombées économiques. Il y en a. Elles sont considérables. Elles protègent le Puy du Fou d'ailleurs de toute critique. Parce qu'un gars qui dirait « ouais, mais le Puy du Fou quand même hein, », l'autre lui répond « et l'emploi ? Qu'est-ce que t'en fais de l'emploi ?» Puis tout le monde dans la région, dans un rayon de 100 km, a ses chambres d'hôtes, ses gîtes ruraux, etc. Petit revenu complémentaire. Comme la bourgeoisie comprador qui a aidé Mao à s'installer avec le communisme chinois. C'est-à-dire que tout le monde est content. Bon. Donc au Puy du Fou, il y a 3400 bénévoles.
On refuse 500 personnes cette année, parce qu'on ne peut plus. Incroyable, 37 ans après, 3400 bénévoles, on pourrait être 4000, 5000. Et 1400 salariés. 1400 salariés et 3500 emplois indirects dans toutes les entreprises du coin. Donc c'est devenu une magnifique entreprise, évidemment la première entreprise de Vendée. Voilà pour les retombées économiques. Alors naturellement, il n'y a pas que ça, il y a les retombées technologiques, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, une soixantaine de savoir-faire, par exemple l'hydraulique aquatique, la projection sur écran d'eau, où on est tout seul, mondialement. Tout seul, pour l'instant. Et comme on accroît notre avance, parce qu'on investit de plus en plus, et qu'on cherche de plus en plus, et qu'on trouve de plus en plus, ça fait des retombées technologiques qui sont considérables. Mais j'insisterai surtout sur les retombées culturelles. Elles sont évidemment beaucoup plus importantes, puisque moi je ne suis pas venu au Puy du Fou pour faire de l'économie, au contraire. Non pas faire de la création pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent pour faire de la création. Le Puy du Fou gagne de l'argent, un résultat net cette année qui va être de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros, mais qu'on va réinvestir, c'est-à-dire que notre but, c'est la création. Une société, disait Bernanos, meurt quand elle substitue les moyens aux fins. C'est tout le problème de la politique actuelle, les moyens plutôt que les fins. Nous, c'est les fins. Qu'est-ce qu'on veut créer? Créer quoi? Du beau. Donc, les retombées culturelles. Il y en a une première que j'espérais, à laquelle je ne croyais pas, c'est la réhabilitation de la Vendée. Elle s'est faite le 25 septembre 1993, lorsque Alexandre Solzhenitsyn est venu au Puy du Fou et au Luxe au Boulogne, et qu'il a fait ce grand discours qui a été le grand tournant. Tous les travaux qu'avait fait Reynald Secher en son temps, et quel mérite il a eu, tout seul, si critiqué, ont trouvé là leur point d'orgue. Aujourd'hui, depuis l'avenue de Solzhenitsyn, depuis 1993, on est sur l'autre versant. Alors bien sûr, il y a encore des résistances, mais petit à petit, la Vendée est admise, grâce au Puy du Fou, parce que le Puy du Fou a fait connaître cette grande souffrance d'un peuple sacrifié par la Révolution française. Et ça, c'était mon but, il est atteint, je mourrai heureux. Autre retombée, le Puy du Fou est en train de devenir un fleuron français. Il est regardé par les étrangers comme un fleuron français, et bientôt il va être regardé en France comme un fleuron français. Et ça, c'est merveilleux parce que, en fait, le Puy du Fou fait aimer la France. Et notamment, si vous saviez les courriers qu'on reçoit tous les lundis matins, des gens qui ont visité le Grand Parc ou qui ont vu la Cinécénie, et notamment des jeunes de 18-20 ans qui disent « ma vie est bouleversée, ma vie a changé, je ne pensais pas que ce fût possible, etc. etc. » Donc c'est incroyable ce qui se passe à partir du Puy du Fou. Ce qui veut dire que c'est par la culture qu'on change les cœurs et les esprits. Donc un fleuron français. Et puis il y a quelque chose de plus important. C'est que beaucoup d'experts pensent que les parcs de loisirs vont être au XXIe siècle ce que le cinéma a été au XXe siècle. C'est-à-dire des espaces d'accueil des familles ou de ce qu'il en reste, où on vient, parents et enfants, pour passer un moment de retrouvailles en famille. Ceux qui ont compris ça, les premiers, sont les Américains, avec le monde de Disney. Parc à manège et à sensation. Et nous, on est arrivés, nous, le petit Puy du Fou, on a simplement changé d'organe. On est passé des tripes au cœur et à l'âme. Tout petit changement. Mais qui change tout. Parce que dans la société où nous sommes, on veut des racines plutôt que le mondialisme. On veut de l'émotion plutôt que de la sensation, et on veut que les enfants retiennent quelque chose, non pas dans les tripes, mais dans le cœur
et l'âme. C'est sourd, souvent non dit, inconscient, mais présent, omniprésent. Sinon, le Puy du Fou n'accueillerait pas 22 000 personnes par jour, comme c'était le cas cet été. Il y a quelque chose qui se passe et qui a trait à ces nouvelles aspirations. Un Américain m'a très bien dit ça récemment, M. Bob Rogers, qui est un esprit subtil, il m'a dit, en fait, vous êtes entertainment and roots. Alors, j'ai dit, traduisez pour être sûr que... Il dit, loisir mondialisé et en même temps racine. Voilà. Et en fait, à l'avenir, Disney, c'est loisir mondialisé, aseptisé, déraciné. Mondialisé, aseptisé, déraciné. La souris est la même partout. Et nous, on est, le Puy du Fou, enraciné, non pas la sensation, mais l'émotion, non pas les manèges, mais le spectacle vivant, donc l'émotion, le culturel et le spirituel. Et là, surprise, les Canadiens nous veulent, les Espagnols nous veulent, les Mexicains nous veulent, et bientôt les Argentins sont toujours un peu en retard, et voilà, tout le monde nous veut. Le premier qui a compris ça, c'est pas étonnant, c'est le seul chef d'État vivant, il s'appelle Poutine. Et ce que je viens de dire, c'est pas moi, c'est une citation, c'est lui qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai choisi, parce que je ne veux pas d'un loisir mondialisé, aseptisé, déraciné. Voilà. Je veux, vous, le Puy du Fou, parce que vous êtes... Voilà. Simplement, vous ne faites pas un parc français en Russie, essayez d'attraper l'âme russe. Je dis, on va essayer, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, on va... Bon. Mais voilà. Et donc, nous sommes à la veille d'une grande querelle qui est fondamentale sur le loisir et la culture. Qui va gagner? Est-ce que c'est Disney ou est-ce que c'est le Puy du Fou? Alors, il y a quelques années, je n'aurais jamais osé vous parler comme ça. Ils étaient à 16 millions et nous, on était à 800 000. Maintenant, on est à 2 millions, ils sont tombés à 14 millions. Et moi, j'ai appris en classe de 6e, à travers mon patois inaccessible, que mon prof expliquait que les barres parallèles n'ont aucune chance de se rejoindre, sauf s'il y a, à un moment donné, un léger décrochage de l'une des deux barres. Vous voyez? Alors après, ça met du temps, c'est comme le savon de Marseille. Mais voilà. Et donc, ce n'est pas un enjeu d'entreprise, c'est un enjeu de civilisation. Voilà. Les secrets du Puy du Fou résident dans 3 devises qui sont dans nos cœurs, dans le cœur des responsables du Puy du Fou. Je me contente de les citer. La première, vous la connaissez, c'est la phrase de Saint-Exupéry. Si vous voulez qu'ils s'aiment, donnez-leur quelque chose à aimer. Et nous, on dit, donnez-leur à aimer la France. Pourquoi le Puy du Fou, ça marche? Parce qu'on donne à aimer la France. Et que la France est belle, et que la France est grande, et que la France, elle n'a pas commencé en 1789, bordel. Et la preuve, c'est que je dis à tous nos concurrents, s'il y en a dans cette salle, faites donc un parc sur Giscard, Sarkozy et Hollande, vous verrez, vous allez vous planter. Et donc, donnez-leur quelque chose à aimer, donnez-leur à aimer la France. C'est une belle leçon métapolitique. Deuxième citation, plus subtile et plus profonde. La phrase de Richelieu dans son testament. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Regardez ce que disent les médias, ce que disent les penseurs du moment, les philosophes du moment, les sociologues du moment, les politiciens du moment et les autorités morales, spirituelles, tout le monde du moment, l'immigrationnisme, machin, et faites le contraire. Et là, vous êtes dans le vrai. Et donc, en fait, voilà, le Puy du Fou suit sa voie. Et alors, c'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas critiqué. On n'arrive pas à être critiqué.
le succès est là, et voilà. Et pourtant, on ne fait pas ce que font les autres. On ne dit pas ce que disent les autres. Voilà. Et la troisième devise, naturellement, c'est Dostoïevski. C'est le beau qui sauvera le monde. Aujourd'hui, c'est sans doute une voie d'avenir. Quand vous mettez ensemble des penseurs, c'est souvent le pugilat. Mais si on essaye de réunir les gens autour d'un grand poème, qu'est la France, et si on traite les choses de manière poétique, en touchant les gens par les mots, par la musique, par les vraies transparences du cœur, alors les âmes s'embrasent. Et c'est ça la grande leçon du Puy du Fou. Je terminerai de manière inattendue pour vous. Je dirais simplement que je n'avais aucune aptitude pour faire ça. Aucune expérience. Et ma main est partie toute seule. Et depuis 37 ans, les choses se passent sans qu'on demande rien, sans qu'on cherche rien. Et c'est pour ça que nous sommes fiers aujourd'hui, moi avec mon sang russe qui coule dans mes veines, Rostopchine Sechin, de dire le Puy du Fou Tsargrad, le Puy du Fou England, le Puy du Fou face au monde de Disney, qui devient une sorte d'emblème et d'enseigne de civilisation. Quel bonheur! Merci mon Dieu.